Merci par avance d'avoir répondu présent à notre invitation conjointe des deux délégations, la délégation aux Outre-mer et la délégation aux droits des femmes du Sénat. Avec le président Stéphane Artano et les rapporteurs, nous sommes très heureux de vous accueillir cet après-midi au Sénat pour vous rendre compte d'un travail qui nous a occupé presque 6 mois avec nos deux délégations conjointes pour travailler sur la parentalité dans les territoires d'outre-mer. Un sujet finalement d'actualité, puisqu'on en parle beaucoup avec les événements et l'actualité récente dans l'Hexagone, par exemple. Le titre du rapport qui vient d'être voté à l'unanimité en réunion de nos deux délégations, soutien à la parentalité, agir pour toutes les familles des Outre-mer. Donc deux délégations, délégation droits des femmes, délégation aux Outre-mer, 4 rapporteurs, Victoire Jasmin pour la Guadeloupe, Elsa Chac, qui est un territoire un petit peu moins ultramarin, l'Est de la France, et le président Stéphane Artano pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous avons auditionné quelques 120 personnes pendant ces 5-6 mois. Nous nous sommes déplacés, hélas, je dirais que dans un seul territoire, mais trois îles quand même, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barth, où nous avons été accueillis par les sénatrices du CRU local, à la fois Victoire Jasmin, évidemment, puisqu'elle était rapporteure, elle faisait partie du déplacement, mais également Micheline Jacques pour Saint-Barth et Annick Petrus, Annick Jacquemet siège dans mon groupe, Annick Petrus pour Saint-Martin, excusez-moi. Donc l'objectif, c'est bien entendu à la fois de dresser les constats qui nous ont amenés à faire un certain nombre de recommandations, 20 recommandations, et dans les constats, évidemment, ce qu'on a mis en exergue, c'est essentiellement des familles en situation de précarité et de vulnérabilité, avec des modèles familiaux liés à finalement l'histoire, la culture. Nassima Dindar, qui est au premier rang et qui représente la Réunion, nous a fait part aussi de l'histoire et de l'impact des phénomènes culturels, du coup, avec l'esclavage aussi, qui a pu faire qu'on se retrouve aujourd'hui avec des familles monoparentales qui sont monoparentales dès le début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une séparation, c'est que dès le début, ce sont des familles monoparentales, bien souvent avec des femmes à la tête et l'absence des pères, mais notre collègue rapporteur Elsa Schalk vous en parlera tout à l'heure. Donc l'idée, c'est évidemment, à travers ces travaux, mieux connaître les particularités des territoires. J'ai une image et pas le son. C'est bien dommage. Ah, si elle est la seule, c'est bien. Bon, c'est comme c'est l'introduction, c'est pas très grave. Qui êtes-vous, madame? J'arrête ou je continue là? C'est embêtant. C'était une répétition. Comment? Ah bon, on m'a dit... non, ah bon, je continue, très bien. Donc l'idée, c'est évidemment d'avoir une meilleure connaissance des spécificités des territoires, connaître pour adapter les politiques, connaître pour différencier, et forcément, la première recommandation que nous faisons, c'est généraliser les observatoires à la parentalité, à l'image de ce qui existe à La Réunion. Nous avons mis en exergue, bien entendu, aussi la prévalence des familles en situation de précarité économique, de vulnérabilité sociale, et ce qui rend évidemment très complexe l'exercice de la parentalité. Un chiffre, ou plusieurs chiffres, mais sur le taux de pauvreté. Le taux de pauvreté pour la Martinique, c'est 78%, pour Mayotte, c'est 77%, et pour l'Hexagone, c'est 15%. Donc forcément, on comprend que l'exercice de la parentalité est beaucoup plus difficile. Donc les politiques familiales, on a pu le constater avec des mises en place parfois à géométrie variable, avec des CAF, des PMI qui remplissent plus ou moins leur mission. Et mes collègues rapporteurs vous exposeront ces situations. Ce qu'on peut dire par rapport aux prestations sociales et familiales, 2/3 des habitants des DROM perçoivent ces prestations sociales ou familiales, ce qui est considérable. Alors, avec des différences, et notamment des différences qui ont été fléchées à Mayotte, avec
Si je m'entends en double, ça va être compliqué. Mais on a la clim, alors on se satisfait de tout, même du son, aujourd'hui. Des prestations qui sont quasiment à l'identique dans tous les territoires Drôme historique et dans l'Hexagone, à 2 exceptions près, le versement des allocations familiales dès le premier enfant et les conditions d'octroi du complément familial. Donc à Mayotte, des conditions un peu différentes. C'est pour ça que notre deuxième recommandation, elle demande à ce qu'il y ait une étude comparative des incidences budgétaires et socio-économiques sur les familles des différents systèmes existants avant d'aller plus loin, avant de faire des propositions, d'avoir un vrai état des lieux de la situation dans ce territoire de Mayotte. On a mis en exergue aussi les taux d'illettrisme et d'électronisme qui rendent également plus difficile l'exercice de la parentalité, avec des recommandations 3 et 5 sur des propositions pour avancer sur ces sujets. Il est surprenant de voir que dans certains territoires, les parents ne parlant pas la langue peuvent difficilement accéder aux différents outils des politiques publiques. Donc je vais laisser la parole à Elsa Schack et on répondra bien sûr, une fois que les 4 rapporteurs se seront exprimés, aux questions s'il y en a. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et tous. Alors à mon tour d'intervenir sur un autre volet qui est les spécificités des structures familiales et parentales ultramarines, puisque nous avons mis en exergue 3 traits qui nous semblent particulièrement marquants. D'une part, la place centrale des femmes et des mères et l'absence en miroir des pères. Deuxièmement, la fréquence des grossesses précoces. Et troisièmement, le rôle des familles élargies. Donc je vais revenir sur la première caractéristique qui est la place centrale des mères. Elle se traduit aujourd'hui par une forte prévalence de la monoparentalité, tout particulièrement aux Antilles et en Guyane, où les familles monoparentales représentent la moitié des familles avec enfants, soit 2 fois plus que dans l'Hexagone. Donc il s'agit en pratique de mères seules qui cumulent, comme l'a dit notre présidente, des facteurs de vulnérabilité. Elles sont plus précaires que les autres parents, moins souvent en emploi, plus souvent sur des emplois qui sont faiblement rémunérés et leurs conditions de vie sont plus difficiles. Les conditions d'entrée dans la monoparentalité sont elles aussi assez singulières puisque la monoparentalité ne fait pas suite à une séparation, comme c'est majoritairement le cas dans l'Hexagone, mais elle débute dès la naissance de l'enfant et se poursuit pendant toute son enfance. Et un chiffre qui nous a particulièrement marqué, aux Antilles comme en Guyane, 2/3 des enfants ne sont pas reconnus par leur père à la naissance. Alors ce phénomène, évidemment, interroge inévitablement sur la place des pères, sur leur absence depuis la naissance, mais tout au long de la vie de l'enfant, sur la question également et les conséquences financières comme éducatives. Et on voit bien que, justement, les parents, les pères et les mères ne semblent pas y trouver d'intérêt, voire redoutent la reconnaissance juridique des enfants par leur père. Ils voient dans l'absence de reconnaissance une stratégie de survie économique en lien avec le versement des prestations familiales. Donc nous appelons, et c'est notre recommandation numéro 14, à reconsidérer la place du père au sein des politiques familiales, à la fois en luttant contre les idées reçues relatives aux effets sur le bénéfice des prestations familiales, d'une reconnaissance légale par le père, mais également en associant davantage les pères aux dispositifs de soutien à la parentalité. Plus globalement, nous estimons nécessaire de mieux sensibiliser aux enjeux et aux responsabilités de la parentalité, afin, là aussi, de mieux aider, de mieux accompagner les parents dans leur rôle, qu'on rappelle être les premiers éducateurs de l'enfant. Le deuxième fait marquant, comme je vous le disais, c'est la question et la fréquence des grossesses précoces. Alors, soit en conséquence des recours à l'IVG plus nombreux dans les Outre-mer, mais également des maternités précoces qui restent nombreuses, notamment en Guyane et à Mayotte, avec un chiffre assez éclairant, puisque 10% des naissances, enfin pour 10% des naissances, la mère a moins de 20 ans.
Et les facteurs qui l'expliquent sont multiples. Il semble que la maternité soit pour des jeunes femmes précaires un moyen d'acquérir un statut, mais également des aides et de gagner leur autonomie par rapport à leur famille, et ça se fait généralement, effectivement, au moment de la naissance de leur enfant. C'est pourquoi nos recommandations, c'est les recommandations 6 et 7, sont ciblées sur cette problématique. Vous le savez, la loi prévoit 3 séances annuelles d'éducation à la vie affective et sexuelle dans les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire français, mais malheureusement, ces séances ne sont quasiment pas dispensées aujourd'hui, et il nous semble primordial de veiller à leur mise en œuvre et de développer à la fois la prévention, mais également l'accompagnement des grossesses précoces, notamment parce que c'est également une des conséquences afin de lutter contre le décrochage scolaire. Nous recommandons également de conforter les dispositifs permettant aux jeunes mères de concilier leur vie familiale et notamment le service militaire adapté, donc le SMA, dont on sait à quel point il représente un atout pour nos jeunes des Outre-mer. Et c'est un outil qui, on a pu le constater, a fait ses preuves et qui ne gagnerait qu'à être renforcé. Enfin, la troisième spécificité que nous avons souhaité mettre en avant dans ce constat, parce que c'est aussi la force et la richesse de ce rapport de pouvoir dresser un constat sur cette thématique essentielle de la parentalité, c'est la question de la famille élargie et des solidarités intergénérationnelles. On le voit, ces solidarités traditionnelles s'atténuent sous l'effet de migration interne comme externe et de la progression du mode de vie occidental contemporain qui diversifie notamment les modèles familiaux. Cependant, ces solidarités, notamment ces solidarités intergénérationnelles, demeurent importantes. Elles sont importantes d'une part sur le plan financier, mais également sur la question de l'éducation des enfants et de la transmission des valeurs et des savoirs. Et nous sommes convaincus tous les quatre, tous les rapporteurs, à quel point cette solidarité est une véritable richesse sur laquelle nos politiques familiales devraient davantage s'appuyer. Nous avons également fait un focus sur les pratiques de circulation d'enfants et d'adoption coutumière au sein des familles élargies en Nouvelle-Calédonie et également en Polynésie française. Et c'est notre recommandation numéro 10 qui entend sécuriser ces pratiques. Je vais désormais laisser la parole à Victoire Jasmin pour justement nous développer les recommandations concernant le service de proximité aux familles. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir pris vraiment au sérieux parce que nous travaillons et nous parlons de choses très sérieuses concernant les Outre-mer. En tant que sénatrice de Guadeloupe, membre de 2 délégations, je suis vraiment très heureuse de partager ce travail qui, je pense, portera ses fruits à travers les différentes recommandations que nous allons vous proposer. Cet axe de notre rapport, ce 3e axe, souligne l'importance d'un environnement favorable à la parentalité. Cela passe par plus de services de proximité pour faciliter la vie des parents. Notre constat est qu'il faut les développer et les renforcer pour que les politiques de soutien à la parentalité soient mieux adaptées aux spécificités ultramarines. Plus encore que dans d'autres territoires, la démarche d'aller vers les parents et les espaces s'impose. Dans les Outre-mer, plusieurs outils existent déjà. Nous avons eu un certain nombre d'exemples, notamment à La Réunion, ce qui se fait déjà en Guyane. Donc nous voulons vraiment poursuivre et aller vers les parents parce que c'est nécessaire. Les caisses d'allocation familiale, en particulier, jouent un rôle essentiel. Ils ont développé des formats d'accueil spécifiques, des rendez-vous des droits, des connexions en visio, de l'assistance informatique pour aider les allocataires à réaliser leurs démarches administratives. Vous trouverez dans le rapport un tableau avec de nombreux exemples. Les CAF s'appuient sur le développement d'un large réseau de partenaires. Il faut également penser aux services mis en place par les espaces France Service, les centres communaux d'action sociale et les partenariats avec les mairies. Notre recommandation numéro 4 consiste à consolider la présence des CAF, donc, notamment au travers du réseau des maisons France Service et dans les maternités, pour faciliter l'ouverture des droits et développer des guichets uniques sur le modèle des maisons des 1000 premiers jours, point d'entrée aisément identifiable pour les parents et les familles. Notre recommandation numéro 8 est de faire aussi
du futur service public de la petite enfance une opportunité pour rattraper le retard des Outre-mer en matière de mode de garde. En ce qui concerne l'offre d'accueil, en dehors du temps scolaire, nous avons recensé un certain nombre de difficultés. Le manque de personnel qualifié, le manque de moyens des communes ou encore les difficultés financières des parents. Pourtant, garantir un meilleur accueil pour les enfants au-delà du temps scolaire sur tout le territoire est un véritable enjeu d'égalité des chances pour les enfants et d'insertion professionnelle pour les parents. Nous présentons dans ce rapport plusieurs pistes d'amélioration, notamment remédier au manque de personnel qualifié et promouvoir la formation d'éducateurs, accroître l'offre de colos apprenantes, par exemple, dans tous les territoires ultramarins en encourageant le développement des partenariats avec des structures agréées, prolonger le complément de libre choix du mode de garde au-delà de 6 ans de l'enfant afin de faciliter l'accès de tous les enfants et des adolescents à l'offre périscolaire, développer les dispositifs multiparentaux, par exemple, dans toutes les communes. Et en Polynésie, il y a évidemment une situation qu'il faudrait encourager. Il est donc essentiel de développer l'ensemble de ces dispositifs afin d'offrir aux parents un lieu de partage d'expériences et d'échanges avec des professionnels de l'éducation dans une approche globale et non stigmatisante de la parentalité. Notre recommandation numéro 9 est donc de renforcer l'accueil collectif des enfants en dehors du temps périscolaire, du temps scolaire. Avant de passer la parole au président Artano pour présenter le dernier axe, je tiens à souligner l'importance de créer cet environnement général favorable aux enfants et à la parentalité. Ces actions, soutien financier via les prestations familiales, proximité de la CAF, solutions de garde dès la petite enfance, temps périscolaire, facilite le déploiement de politiques de soutien à la parentalité proprement dite. Monsieur le Président Stéphane Artano, je vous passe la parole pour la suite de nos travaux. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous parler des politiques de soutien à la parentalité. Ce qu'on peut dire en Outre-mer, c'est qu'il y a globalement un déploiement partiel, voire inégal, des politiques de soutien. Il y a une stratégie nationale, évidemment, qui a tracé une feuille de route entre 2018 et 2022, et avec un axe transversal, la parentalité en Outre-mer. Et le bilan, pour le moins qu'on puisse dire, est assez mitigé, puisque est clairement insuffisant en ce qui concerne Mayotte et la Guyane, par exemple, et même Saint-Martin. Il en va de même pour le programme dit des 1000 premiers jours, qui a été lancé en 2020 et qui cible particulièrement la petite enfance. Ce programme qui ne comporte pas réellement de volet outre-mer, alors que des spécificités et des réalités locales l'exigeraient. Le maillage territorial pour le succès des politiques de parentalité est évidemment essentiel. Selon le ministère des Outre-mer, ce qu'on appelle le panier de services, et je ne rentre pas ici dans le détail, si on fait le bilan en Outre-mer, il est de 100% à la Martinique et à la Réunion, il est de 50% en Guadeloupe, 25% en Guyane, et à Mayotte, on n'a pas eu les chiffres. Donc, autant vous dire, entre la Guyane et Mayotte, le constat est quand même assez accablant sur le retard majeur qui a été pris sur le déploiement de ce panier, et qui sont pourtant les deux territoires français, je dis bien français, les plus jeunes de notre pays. En matière de médiation familiale, tous les départements, sauf Mayotte, disposent d'un service, pour autant inéquitablement ou inégalement constitué, puisque par exemple en Guyane, il n'y a qu'un seul ETP pour un territoire grand comme le Portugal. Donc ça vous laisse juste imaginer la performance que même la meilleure volonté du monde de l'agent en question peut amener. Et donc nos recommandations 11 et 15 font évidemment de l'accélération du déploiement des politiques, notamment des 1000 premiers jours, un axe important de notre point de vue. On a constaté également sur le volet santé, et ça a été rappelé par la présidente Billon, un retard assez inacceptable, il faut bien le dire quand même, en matière de PMI qui relève de la compétence de certains départements. Ça a été pointé en Guadeloupe et particulièrement à Mayotte, où des rapports successifs ont déjà démontré les carences de la PMI, notamment sur ce territoire. Et pour nous, il convient évidemment de traiter en priorité ces aspects. Et il existe notamment en matière de santé pour les mères en particulier, soit pour les très prématurés, voire même des mamans qui ont besoin d'hébergement avant la grossesse, ils ne disposent pas d'hébergement. Et donc on prône quand même la mise en œuvre d'hébergement à proximité. C'est particulièrement le cas, et ça ne vous étonnera pas, en Guyane, bien évidemment, mais aussi à Saint-Barthélemy. Enfin, ce qu'on peut dire également, c'est qu'il existe des dispositifs
plutôt, entre guillemets, contraignant ou incitant. On pense notamment aux mesures judiciaires d'aide éducative ou même d'aide à la gestion des budgets familiaux qui pourraient être déployés sur nos territoires. Le recours de ces mesures doit être inscrit, de notre point de vue, dans les schémas départementaux, et ça n'est pas le cas, nous semble-t-il, jusqu'ici. Pour terminer sur les acteurs de la politique de soutien à la parentalité, on a deux sujets majeurs. Premièrement, il manque un chef de file. Ce qu'on voit, c'est que les caisses d'allocation familiale sont reconnues sur chacun des territoires comme des acteurs majeurs, mais le rôle n'est pas affirmé, notamment dans les documents cadres qui existent, et dans la mesure où la prochaine convention de gestion et d'objectifs, la COG, est en cours de signature avec l'État pour 2023-2027, c'est peut-être l'occasion de dire qu'en Outre-mer, les CAF sont le chef de file affirmé et assumé pleinement, puisque c'est un rôle qu'ils assument déjà, pour faire en sorte que le soutien à la parentalité puisse bénéficier d'un axe à part entière dans cette convention d'objectifs et de moyens 2023-2027. Le deuxième sujet de la gouvernance, c'est que c'est très lourd. Et on prône quand même dans le rapport le déploiement et le renforcement du moyen de pilotage et de coordination de l'animation des réseaux. Et puis on se rend compte aussi qu'il faut quand même alléger les dispositifs existants. On a des comités départementaux de 41 membres, ne serait-ce que pour simplement les convoquer, si vous voulez, c'est un exercice de style à part entière. Et il nous semble-t-il qu'on est là dans ce que la France sait faire le mieux en matière administrative, c'est-à-dire des comités dithyrambiques et qui mériteraient vraisemblablement d'être réduits à leur portion la plus efficace, nous semble-t-il. C'est la recommandation numéro 20. Et la troisième, enfin, c'est renforcer le rôle des acteurs de proximité. Là, je parle des associations, bien évidemment. On a deux sujets sur le volet associatif que nous avons identifiés dans le rapport. Un, sur les financements, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'appels à projets. Et que les associations nous le disent également, elles sont hyper sollicitées pour répondre systématiquement à ces appels à projets. Elles ne disposent pas de financement pérenne et pluriannuel, ce qui fait qu'en réalité, c'est du coup par coup, elles sont remises en question chaque année et à chaque appel à projet, ce qui rend l'exercice de manière très, très inconfortable. Et les CAF ont commencé d'ailleurs à réorienter un petit peu leur financement pour commencer à stabiliser les acteurs locaux, parce que le maillage territorial s'appuie avant tout sur les acteurs associatifs aux côtés des acteurs institutionnels. Et en matière de financement, le sujet qui a été pointé, c'est qu'évidemment, les CAF ne peuvent intervenir qu'à 80% des projets. Et donc, il y a une quote-part de 20% qui revient aux collectivités, qui pour la plupart sont dans le rouge et qui pour la plupart ont du mal à mobiliser même les 20% qui sont à leur charge. Et donc, on pose la question de savoir s'il n'y a pas intérêt en Outre-mer, sur ces territoires où les collectivités sont défaillantes pour des raisons budgétaires, de permettre aux CAF de pouvoir financer 100% de ces programmes pour leur permettre une efficacité et un déploiement effectif sur les territoires. Et enfin, pour les associations, c'est la montée en compétence de ceux qui sont à leur tête et qui sont sur le terrain, donc les opérationnels. Le montage de projets, comme je l'ai dit, au travers des appels à projets, sont de plus en plus complexes. Les acteurs du terrain ne sont pas forcément tous calibrés et épaulés techniquement pour pouvoir répondre à ces appels à projets. Et il nous semble important de pouvoir apporter cette expertise, peut-être, d'encourager des fédérations nationales à venir s'implanter en Outre-mer pour que les associations locales puissent s'adosser à une expertise reconnue. Évidemment, je ne parle pas de la Croix-Rouge et de l'UNAF qui sont déjà implantées, mais il y a d'autres fédérations qui pourraient mettre le souhait de s'implanter, avec peut-être des appels à projets pilotés par le ministère de l'Outre-mer, pourquoi pas en interministériel, mais avec un leader chef de file aux côtés des CAF. Leur implication, de notre point de vue, pourrait être un levier intéressant pour nos associations, puisque ça les conforterait dans le rôle d'ingénierie dont elles ne disposent pas suffisamment peut-être aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé. C'était la 19e recommandation. Et si vous le voulez maintenant, on peut passer au jeu des questions-réponses avec les trois autres rapporteurs. Pour celui ou celle qui veut commencer. Oui, ben moi, j'ai pour vous, monsieur. Je pense qu'on va vous donner un micro pour que ceux qui nous suivent puissent profiter également de la question posée. Emmanuel Gire pour le réseau Outre-mer de France Télévisions. Je voulais savoir si famille monoparentale, situation précaire, grossesse précoce, avec la spécificité de Mayotte et de la Guyane, est-ce que vous qualifierez la famille d'Outre-mer comme d'une structure défaillante? Non, pas du tout. Le regard que les délégations ont porté, c'est un regard anthropologique et sociologique sur une réalité que l'administration française peut-être méconnaît aujourd'hui. Et ce que nous disons, c'est que si nous voulons que les politiques familiales et parentales soient efficaces dans nos territoires, nous devons tenir compte d'une réalité territoriale. Et ce que vous dites là, en fait, ce n'est pas un jugement de valeur que nous avons porté, c'est une objectivation des situations pour que la puissance publique puisse y apporter des réponses. Aujourd'hui, les modèles, quels qu'ils soient dans nos territoires, se respectent tous. Et loin de la volonté des rapporteurs et des délégations de porter un jugement, bien au contraire, ce qu'on veut, nous,
c'est que nos moyens de la puissance publique soient mis à contribution pour aider ces modèles à évoluer au regard des grands bouleversements que nous connaissons, ne serait-ce qu'au titre migratoire. Merci. J'espère avoir répondu. Ce qui n'empêche pas de reconnaître ce qui est défaillant aujourd'hui, ce sont les inégalités qui existent encore, et l'ensemble de nos interlocuteurs l'ont souligné, sur les différents territoires. Par exemple, il est anormal, injuste, et il faut le dénoncer, qu'un enfant porteur de handicap à Mayotte ne puisse pas bénéficier des mêmes droits de l'AAH que n'importe quel enfant de France. Il faut aussi le dire. On va se succéder, je pense, avec les 4 rapporteurs. Ben oui, ce sera plus simple. Je ne vais pas monopoliser la parole pour les réponses aux questions, puisque c'est un rapport coécrit. On va tous rester debout. Coécrit, Voilà. on va rester à proximité. Voilà. Bon. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? On est 4 à pouvoir répondre. Donc là, non, mais globalement, ce qui est important de dire, c'est que oui, il y a des particularités dans les territoires d'outre-mer, mais c'est l'histoire. Donc nous ne sommes pas là, et le président Artano a très bien répondu. Il y a des réalités, il faut comprendre pourquoi il y a ces réalités. C'est parfois l'histoire, c'est parfois aussi une méconnaissance finalement, ou une méconnaissance des droits qui fait que même sans une grossesse précoce, on peut réussir à accéder à des droits à la fois sociaux, familiaux, et donc c'est pas juste une grossesse précoce. Or, ça nous a été dit dans certains territoires, pour pouvoir accéder à un statut et sortir de la précarité connue déjà dans la famille. Donc il faut éviter de reproduire cette précarité, cette vulnérabilité, parce que éduquer un enfant, et on en discutait tout à l'heure lors de la réunion de la délégation, c'est un tout. C'est à la fois des parents ou un parent, c'est un logement, c'est une éducation, c'est la langue, c'est beaucoup de choses, c'est l'électronisme ou des parents qui peut être un frein aussi. Donc il y a tout un écosystème, comprendre l'écosystème et apporter des réponses justes sans vouloir forcément dupliquer. Bon, je crois que c'est important aussi de se dire, on va différencier les réponses parce que chaque territoire a des particularités. Lorsque vous êtes aux Antilles, eh bien, pour accoucher, par exemple, le parcours d'un accouchement, en fonction de l'île où vous vous trouvez, c'est déjà des particularités très, très, très prégnantes, et donc des réponses à apporter, parce qu'on ne peut pas laisser les femmes sans solution lorsque vous êtes à une île qui n'est pas ni la Guadeloupe, ni... Pardon ? À Marie-Galante, bien sûr, à Marie-Galante, qui n'est ni la Guadeloupe ni la Martinique. Il faut apporter des solutions pour que le parcours de l'enfant, dès sa naissance, ne soit pas un parcours du combattant pour la mère, par exemple. Oui, monsieur. Il est là, le micro. Oui. Tout à l'heure, vous avez évoqué brièvement les solutions qui étaient apportées d'un point de vue historique par la notion de famille élargie. Et vous avez dit qu'avec la modernité, entre guillemets, ces soutiens qu'on avait tendance à diminuer. Est-ce que vous pouvez un peu développer là-dessus? Pourquoi cette solution, on va dire, que la nature a trouvée, pourquoi elle tend à disparaître? Et elle se court-circuite avec quoi, en fait? Vas-y. Oui, en fait, je crois que pour avoir travaillé, nous avons travaillé tous ensemble, mais en fait, c'est en matière d'aménagement du territoire déjà. Et puis, la façon d'habiter a changé. Dans beaucoup de nos territoires, eh bien, plusieurs générations habitaient les unes à côté des autres et quelquefois dans une même maison. Maintenant, avec l'évolution, eh bien, il y a des personnes qui ont des logements, et particulièrement les logements sociaux qui sont proposés dans différentes communes. Eh bien, ce sont dans des immeubles, dans des bars, et la façon d'habiter a changé. Et là, la particularité de certains de nos territoires, c'est de permettre justement, avec cette intergénérationnalité, on avait effectivement des parents, des grands-parents, et quelquefois 2 générations ou même 3 qui étaient à proximité. Donc, tout le monde contribuait à l'éducation des enfants.
Aujourd'hui, on a de moins en moins cette façon de faire. Et là, il y a des parents, des familles nucléaires qui sont en difficulté parce que le mode de garde, on n'a pas forcément sur l'ensemble du territoire et l'ensemble de nos territoires les modes de garde appropriés pour élever les enfants. Donc ça, c'est aussi des freins qui ne permettent pas forcément aux femmes particulièrement, parce qu'on a beaucoup de familles monoparentales, eh bien, de se former ou d'aller vers les services publics qui sont disponibles quand ils sont disponibles. Donc là, notre rapport permet de mettre en évidence les difficultés, parce que dans les politiques publiques adaptables à nos territoires, il existe beaucoup de possibilités. Par contre, on ne peut pas forcément les retrouver sur chaque territoire de la même façon. En Guadeloupe, par exemple, c'est un archipel. À Saint-Martin, c'est différent qu'à Saint-Barthélemy. Donc on a effectivement certains accès, certaines possibilités de droit, et Madame la Présidente parlait des problèmes liés aussi à l'électronisme et à l'illettrisme, et nous avons également des freins qui sont liés aussi aux langues, parce que sur beaucoup de nos territoires, il n'y a pas que des personnes qui qui ont des langues maternelles françaises ou même créoles. Il y a beaucoup d'autres qui sont anglophones, hispanophones. Enfin, il y a une diversité de situations qui font aussi qu'il y ait des freins. Et là, nous sommes au Sénat, la Chambre des territoires, et là, je félicite ce rapport, parce que là, vous voyez qu'il y a une diversité d'origine de nos différents rapporteurs, mais nous sommes là pour représenter les territoires et pour mettre en évidence les freins qui ne nous permettent pas toujours d'avoir sur chacun des territoires de la nation les mêmes droits et les mêmes réponses surtout. Donc là, c'est important, et ce que vient de dire ma collègue Nassima Denda, qui est de la Réunion, mais qui a été très assidûment présente lors de nos travaux, eh bien, sur chacun des territoires, il y a des particularités, et l'objet du rapport, c'est de permettre que nous puissions trouver les meilleures réponses possibles pour répondre au mieux aux besoins de chacun des territoires et de chacune des personnes. Donc il y a le problème qui a été évoqué par le président, également le problème concernant les lois, mais aussi des pères dans notre rapport, dans son axe. Il parlait également de la reconnaissance, et ça a été dit également par Elsa Schalk. Alors il y a aujourd'hui une volonté du gouvernement. Le 1er juin dernier, le gouvernement proposait qu'il y ait une attention toute particulière pour la mise en œuvre d'un service public de petite enfance. Alors nous attendons beaucoup de cet outil-là pour nous permettre justement de mettre en adéquation nos différentes recommandations avec cette volonté politique affichée du gouvernement. Donc j'espère qu'il y aura des suites favorables, et c'est un de nos souhaits également. Merci. Mais heureusement que vous êtes là, cher monsieur, vous alimentez... Il y a des personnes en vision, je ne sais pas s'ils ont des questions. En choisissant pas trop la Guadeloupe, mais je pense surtout à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, ouais. Vous n'avez pas eu le sentiment quand même de vous approcher, on va dire, d'un profil de population assez atypique par rapport au reste de l'outre-mer, compte tenu du statut de Saint-Martin qui est à la fois... hollandais et français, et compte tenu de Saint-Barthélemy qui est réputé comme étant une île avec une activité touristique bien particulière, quoi. Alors Saint-Martin, c'est vrai que nous avons passé une journée à Saint-Martin avec Elsa et Victoire. On a constaté véritablement que Saint-Martin cumule toutes les difficultés, à la fois d'illettrisme, d'électronisme, avec la multiplication aussi de langues parlées. Il y a 100 nationalités, plus de 100 nationalités, avec des parcours de grossesse compliqués, et puis des événements climatiques qui ont fait que le logement aussi est un vrai problème. Donc c'est pour ça que dans ce rapport, on se dit aussi, on le dit, il faut des réponses adaptées, c'est-à-dire qu'on différencie. Par contre, ce sont des territoires français. Donc l'objectif, c'est de faire monter en compétences, réduire l'électronisme, réduire l'illettrisme, parce que l'objectif, c'est forcément de donner la même éducation. La République, elle est une et indivisible, elle doit l'être aussi dans nos territoires ultramarins. C'est-à-dire que les valeurs partagées de la République, on doit les retrouver dans nos territoires. C'est pour ça qu'on n'a pas proposé, par exemple, hein, de traduire dans toutes les langues des outils. Non, il faut plutôt prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut donner l'éducation, donner la formation,
et donner aussi envie à des gens avec des compétences. Et ça, c'est une difficulté aussi dans les territoires ultramarins, donner aux gens, aux personnes qui ont des compétences, l'envie de rester dans leur territoire, dans ces territoires, ou de faire venir des compétences. Et ça, c'est une difficulté aussi. S'il y en a d'autres qui veulent compléter. Et il y a peut-être des questions, parce qu'on remercie ceux qui sont en visio également. Est-ce qu'il y a des questions? Vous, monsieur, pardon. Merci. J'ai raté le tout début. Peut-être que vous avez déjà répondu à cette question. Vous avez raté l'effondrement d'un panneau. Ah, bon. Mais j'avais quand même une question sur... on voit qu'il y a des mesures qui sont très diverses, qui abordent plein de thématiques différentes. Quelle traduction vous allez en faire d'un point de vue politique? Comment on peut le faire peser, dans quel calendrier, etc. Alors, j'ai peut-être laissé Elsa Schalk répondre, mais vous aurez compris peut-être avec l'actualité que nous sommes à la fin d'une session. Donc, la traduction législative ne va pas être immédiate. Oui, merci pour cette question. C'est effectivement un sujet qui est très transverse. On voit bien que les différents sujets qui ont été en fait abordés sont multiples et variés, mais on voit aussi à quel point la parentalité est au cœur finalement en fait de notre société, à quel point en fait c'est essentiel dans la transmission des valeurs, mais également en fait du savoir, des valeurs de l'éducation. Et nous voyons en fait à travers les 20 recommandations que nous faisons que c'est à la fois en fait sur le constat, mais je pense que c'est nécessaire d'avoir justement un constat sur la parentalité dans les territoires d'outre-mer, et après de voir en fait à la fois le volet aide et accompagnement comme cela a été détaillé, mais également la coordination des acteurs, puisque là aussi on a pu pointer à la fois une faiblesse ou par moment en fait une défaillance, donc avec différents leviers. On voit également en fait sur le plan qui n'est pas des moindres des 1000 premiers jours, sur la question notamment de la petite enfance, que cela peut prendre une traduction en fait très simple et d'avoir justement, de par les annonces en fait gouvernementales, une traduction très concrète, et effectivement dans les textes qui seront amenés peut-être à venir, ou en tout cas qu'on pourra en fait initier à partir de la prochaine rentrée législative. Et peut-être rappeler, si je peux me permettre, que les 4 rapporteurs ont eu la chance d'avoir un échange avec la secrétaire d'État à l'enfance. Voilà, c'est un élément voilà, Madame Gobel, justement pour commencer à échanger sur les perspectives avant même l'adoption du rapport, donc avec toute la prudence qui s'imposait aux rapporteurs, puisque le délégation ne s'était pas encore prononcé, ce qui démontre, 1, l'intérêt du gouvernement, et 2, effectivement, on l'espère bien évidemment, comme l'a dit Elsa Schalk, une traduction qui peut être législative, réglementaire, et peut-être parfois opérationnelle, voire même sur le terrain, sur les bonnes pratiques. Donc tout n'est pas du domaine législatif, mais il était important pour nous de dresser ce panorama pour justement identifier les acteurs en charge. Peut-être aussi se dire que lorsqu'on parle de différenciation, finalement, la différenciation, elle peut être utile aussi à l'Hexagone. C'est-à-dire qu'on a fléché des choses particulières, mais ça peut amener aussi des bonnes pratiques ou des solutions adaptées au territoire en fonction des besoins. Les sénateurs sont les spécialistes de la différenciation, mais sont les grands défenseurs aussi des valeurs républicaines partagées. Bon, ben, je pense qu'on a épuisé, non pas les personnes que nous avions invitées, mais on a épuisé les questions. Moi, je tiens à vous remercier pour cette participation à ce point presse. Vous avez dans le dossier presse le rapport, bien entendu, l'essentiel, et les rapporteurs, si vous souhaitez les interroger à l'issue de cette présentation, sont à votre disposition. Alors, merci à vous et bel été chaud. Donc, on espère que le monsieur qui a eu la tête va mieux, qu'il n'aura pas un gros bleu sur la tête. Ça va? Vous avez gardé tous les neurones? Bon, alors c'est bon. Désolé, mais ça doit faire très mal quand même, non? Oui. Bon. Ben, écoutez, merci à tous. Je vous souhaite un bel été et j'espère qu'il y en a qui auront la chance de visiter nos beaux territoires ultramarins pendant cette période estivale aussi. Voilà. Merci. Merci.